قبل 25 سنة بدأت فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية. معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية جيزي. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette émission spéciale consacrée à la réalisation audacieuse de Raraj Bilet. Les géants endormis, c'est ainsi que le grand projet de Raraj Bilet a été qualifié par les médias et des centres de recherche américains de premier plan. Ces derniers, en l'occurrence Forbes, ont mis en exergue l'importance que revêt le gisement de Raraj Bilet dans la wilaya de Tindouf, le qualifiant de géant mondial émergent dans le domaine d'exploitation et de la production de fer. Une réalisation gigantesque mise en place en un temps record et avec des délais respectés, un exploit pour l'Algérie et son élan industriel prometteur, un projet prometteur qui a su allier exigences économiques et impératifs sécuritaires, un sans faute pour l'Algérie contemporaine. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je le disais, donc nous rejoint pour le débat et le développement de cette émission spéciale consacrée à Raraj Bilet, Idil Sassi, expert en économie. Idil Sassi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, toujours un plaisir. Reda Amrani, expert en industrie, également est avec nous. Reda Amrani, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc, nous rejoindra, bien sûr, dans un petit instant, Mourana Etouarabi, analyste des questions internationales. Pour commencer, Idil Sassi, c'est vrai que l'inauguration n'est qu'une question d'heure. On va voir dans les heures prochaines, aujourd'hui, pour cette mine de Raraj Bilet, mais le tronçon en lui-même va donc être inauguré dans quelques heures, effectivement. Finalement, c'est un exploit. On parle d'exploit, on parle même d'un géant endormi. Même, si vous voulez, les médias et les centres de recherche étrangers sont en train de louer ce projet. C'est dire combien ce projet est important. Effectivement. Donc c'est une confirmation quelque part, bien évidemment au niveau international, mais il faut aussi regarder les cercles spécialisés, là on parle investissement, levée de fonds, et surtout la loi minière qui a été revue il y a quelques temps, donc qui appelle beaucoup d'intérêts, beaucoup d'investisseurs via cette prouesse en tout cas. Donc moi quand je regarde ce genre de réussite, je voudrais bien qu'on puisse nous arrêter et prendre exemple, noter qu'est-ce qui a fait, quels sont les facteurs qui ont fait qu'on a réussi en ce temps record et quels sont, il y a les facteurs humains, il y a une volonté très certainement derrière et puis il y a les difficultés. Il ne faut pas oublier que les équipements dans un environnement pareil, donc c'est très difficile de gérer tout cela. Donc il y a toute une chaîne logistique, toute une organisation très spéciale dans un environnement pas facile et les délais ont été respectés. Et puis sur un autre plan, l'Algérie, moi j'ai toujours plaidé en tout cas et je suis content de voir que nous empruntons cette voie aujourd'hui, c'est d'exploiter nos propres ressources. Depuis 2019, je ne cesse de le rappeler. Le contexte international, les difficultés logistiques, les pays qui se battaient pour des bateaux de masques en pleine mer,
il est temps de domicilier et de produire localement et de permettre la présence donc des matières premières localement pour qu'on puisse, pour des raisons sécuritaires et puis pour des raisons économiques, bien évidemment. Et quand je vois aussi que l'Algérie a aujourd'hui fait une levée de fonds sur ce projet, il faut rappeler qu'il y a une participation de plus de 800 millions de dollars dans ce projet d'une institution africaine. Et donc, moi, je suis content parce que c'est des exemples que la dette est structurante sur certains projets. Ça peut aider en termes de délai et d'efficacité. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et très certainement, la première, c'est la volonté de faire, qui ont fait que ce projet a réussi. Il est là aujourd'hui et j'espère qu'il va aller encore de l'avant. Voilà, il est là en chair et en fer. Quoi. Exactement. Finalement, Reda Amrani, on parle aujourd'hui de plus en plus, si vous voulez, dans les rapports des centres de recherche américains, d'un projet gigantesque ou du géant endormi ou du géant qui émerge finalement en matière de fer. C'est le futur de l'Algérie demain ? Si vous permettez. Oui, allez-y. C'est un des projets qu'on a le plus et le mieux étudié. C'est un projet, c'est une mine qui a été découverte en 1952. Un petit historique rapide, si vous le permettez. Il faut que les gens sachent comment. Il y avait, si vous voulez, des perturbations pour les avions qui partaient d'Aoulef ou de Béchar, qui faisaient escale technique pour aller. Leurs instruments de bord étaient perturbés par des parasites électromagnétiques. Eh bien, une mission avec des méharistes algériens s'est rendue sur place et a découvert ce qu'on appelait à l'époque le gâteau de Garage Bilet. C'était un immense gisement à ciel ouvert. Et donc, les études ont commencé. En 1968, après la nationalisation des mines, le 6 mai 1966, et la création de la SONAREM, l'un des premiers grands projets qu'on s'est mis à étudier, ce fut le projet de Garage Bilet. Et à l'époque, on avait pris une très grande entreprise américaine, Tempo, une filiale minière de General Electric, la grande General. Et on a fait des études une année après. On a fait des études aussi, on a poursuivi les études avec la firme allemande Krupp, qui a pris les premières études qu'on avait sur le minerai et un projet de sidérurgie à Béchar. Vous voyez, en 1974, le fameux discours du regretté Lahirahmou Boumediene à Tiaret, il a lancé l'info où il disait « Nous allons réaliser un complexe sidérurgique de 10 millions de tonnes dans l'ouest du pays et nous allons l'alimenter avec le minerai de Garage Bilet. » Voilà donc, si vous voulez. Nous, on a repris les études à partir de 1974. Et j'en étais le coordonnateur avec les équipes de la SNS et les équipes de la SONAREM à l'époque. Un grand travail a été fait. Et nous pensions dès cette époque-là de penser à la réduction directe parce que nous n'avons pas de charbon. Produire 10 millions de tonnes en important 20 millions de tonnes de charbon, c'est énorme. Et donc, on ne pouvait pas imaginer ça. Dès 1977, on avait envoyé un de nos chercheurs, le docteur Hussein Hadjet, chez Batel en Suisse, qui disposait, c'est une grande boîte d'études et de recherche, qui disposait d'une banque de données. Et là, on a fait des recherches sur place sur quels sont les procédés de réduction directe et de production d'acier à partir d'un minerai contenant du phosphore. Et là, on a trouvé un partenaire américain, Kaiser Engineering. Et on a lancé les recherches avec lui, il a travaillé avec nous. Et on a commencé les études, on a lancé les études de développement de la mine et les études de la voie ferrée avec le grand engineering, Bechtel, et la boîte américaine Fort Bacon and Partners pour la construction de la voie ferrée. Et nous avons pareil aussi avec l'Institut soviétique, l'Engi Promes de Leningrad, à l'époque c'est aujourd'hui Saint-Pétersbourg, qui travaille avec le plus grand institut métallurgique au monde, reconnu mondialement. Donc on a fait des études très poussées, très approfondies, tant sur le plan technique, géologique, que sur le plan économique. Et ces études ont abouti à ce qu'on puisse faire cette sidérurgie à partir de la réduction directe par le gaz naturel, c'est-à-dire on pouvait éviter le charbon et on pouvait alimenter
plusieurs complexes sidérurgiques. À l'époque, les complexes sidérurgiques par réduction directe avaient une taille moyenne de 2 millions de tonnes. On pensait faire plusieurs complexes de 2 millions de tonnes alimentés en gaz naturel. Et on a poussé les recherches au centre métallurgique de Al-Hajjar, centre de recherche, jusqu'à pellétiser, c'est-à-dire transformer ce minerai en pellet, en boulettes de minerai qui puissent être utilisées dans la réduction directe par le gaz naturel. On a fait les essais de métallurgie, de fusion, de réduction directe de ces pellets. On a réussi en laboratoire et en essai pré-industriel à Al-Hajjar. On a fait aussi la métallurgie de ce minerai au four électrique et au four poche. Et on a réussi à faire du métal, du beau métal. Donc, en 83, fin 83, que vouliez-vous? Chadli ne voulait pas continuer la politique d'industrialisation de Garaji Bilet ou de l'Algérie. C'était ça dans ses idées. Il en avait marre, lui, de l'industrialisation. C'était trop complexe pour lui. Je me dis, de bonne foi, c'est pas autre chose. Oui, bien sûr. Et donc, on a abandonné ça. Mais on a réalisé, on a fait tous les essais, toutes les études nécessaires, y compris la voie ferrée. Et la voie ferrée était économique, était rentable. Boumediene disait, la voie ferrée, que le développement de Garaji Bilet, ça va être le développement de la dorsale occidentale du pays. Vous savez, Hitler, comment il s'appelle? Lénine disait, l'infrastructure précède le développement. Quand vous faites une voie ferrée comme cela, c'est toute la dorsale occidentale du pays qui va être développée. Nous avons d'autres gisements que nous allons mettre en valeur grâce à cette voie. Le gisement de manganèse de Guettara, le cuivre de Bab el-Bela, et toute l'économie qui va se développer à Béchar et à... Ça va créer une dynamique économique, certes. Oui, certes, ça va créer... Extraordinaire, pas certes, je le dis en non, j'allais dire certainement. Voilà. Les études qui ont été faites, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis heureux d'avoir survécu à ce programme. Et mes amis, il faut citer ceux qui ont travaillé sur ça et qui ont bossé énormément. C'était de Mohamed Yassine, Jamal Mustafa, Rizqi Hussein, Mustafa Zarhouni, Hussein Hadjiat, Hamid Slougi, qui lui a découvert ce gisement et le gisement à côté de Abdelaziz Mechri. Nous avons 2 gisements là-bas. Oui, c'est pour ça que... La sidérurgie algérienne dès 1930, dès 2035 va avoir besoin de minimum de 30 millions de tonnes de minerais utilisables par la réduction directe. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'acier algérien va être produit à travers le minerai algérien et à travers le gaz naturel algérien. Et à partir de 2035, nous allons même économiquement, nous allons être encore très renforcés parce que nous allons produire de l'hydrogène à travers l'électricité solaire photovoltaïque. Et vous savez ce que nous allons produire? Nous allons produire de l'acier vert. Et nous allons exporter de l'acier vert, c'est-à-dire de l'acier qui ne dispose pas de carbone. Nous ne payerons aucune taxe carbone et au contraire, toutes les frontières à travers le monde seront ouvertes à l'acier algérien. Beaucoup de gens ignorent cet élément et font des calculs économiques qui sont complètement à côté de la plaque. Alors que si vous savez que si nous produisons de l'électricité par photovoltaïque, c'est 0,02 centimes le kilowattheure. Quand nous produisons actuellement la plus économique par le cycle combiné, c'est 15 centimes dollars le kilowattheure. Le nucléaire, avec 50 ans d'amortissement, il est à plus de 30 centimes dollars le kilowattheure. Nous allons produire de l'électricité avec 0,02 centimes dollars le kilowattheure et nous allons produire de l'acier vert. Vous imaginez qu'est-ce que les ouvertures... Donc, le calcul économique que j'ai lu, je suis atterré. C'est anormal que des économistes et des techniciens disent de telles aberrations. Au contraire, nous allons produire un excellent acier avec Garaji Bilet. Les minerais phosphoreux, la Suède en a, l'Allemagne a Salzgitter en a, la France a exploité la minette Lorraine. On sait exploiter et traiter et produire de l'acier avec. Et nous, on n'a que 0,8. Et on a déjà fait des essais pour réduire à 0,1. Donc, on peut encore descendre avec la métallurgie. On va revenir vers vous, monsieur Reda Amarani. Je vous dis, sidérurgiquement, économiquement, c'est aberrant d'écouter ce que j'écoute actuellement. Alors que nous allons, grâce à Garaji Bilet,
et à la réduction directe. Et dans 10 ans, par l'utilisation de l'hydrogène, produire de l'acier vert. Vous savez ce que c'est que l'acier vert? C'est très important, ça. Voilà ce que c'est que Garaji Billet. Oui. Je ne parle pas, comme je vous l'ai dit, de l'aspect de la voie ferrée, qu'est-ce qu'elle va donner comme développement économique et social. On va revenir vers vous, Reda Amrani. On n'a pas encore terminé le débat parce qu'il y a pas mal de points très intéressants justement à aborder. Finalement, on est face à un méga projet dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que sur le plan économique, sécuritaire, on le verra par la suite. Et bien sûr, développement d'agglomération et la dynamique économique que cela crée. C'est vrai que Amrani le disait, ça va créer vraiment une dynamique dans la région. Alors, nous rejoint Mokran Aïtou Arabi, donc journaliste au quotidien Al-Moudjahid, analyste des questions internationales. Mokran, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous inviter ici à ailleurs. Alors, vous et moi, tout comme Edir, venons d'entendre Reda Amrani sur plusieurs aspects. Il a évoqué plusieurs aspects, au fait, ce qui nous donne un petit peu, si vous voulez, l'occasion de les aborder un à un. Aujourd'hui, donc, Raraj Billet pourrait placer l'Algérie, si vous voulez, parmi les géants de la sidérurgie mondiale, surtout que cela s'inscrit dans un contexte géopolitique très tendu et de plus en plus tendu. Est-ce qu'on pourrait dire... c'est une aubaine à quelque chose malheur et bon, quelque part? Oui, tout à fait. Pour l'Algérie, bien sûr. Ça va placer justement l'Algérie comme, certainement, c'est une certitude, comme une puissance minière, d'abord au niveau régional et africain, et au niveau international, parce que déjà le gisement lui-même, il fait partie des plus grands gisements au monde. Il fait partie des 5 plus grands gisements au monde, donc c'est un avantage. À cela se greffent tous les projets qui sont, parce qu'en fait, on n'est pas là dans une simple exploitation d'une mine. C'est tout un processus qui vise justement la transformation de ce minerai sur le sol algérien pour qu'il soit exporté, donc pour lui donner une plus grande plus-value. L'Algérie aujourd'hui, à travers ce projet et bien d'autres, automatiquement, elle se place, elle se positionne comme une grande puissance minière, peut-être la plus grande au niveau africain, de par justement les projets intégrés, donc sa capacité à transformer cette matière première et à l'exporter avec une grande plus-value. Donc c'est un élément central. De ce que j'ai entendu de votre invité justement, je retiens le fait que nous sommes aujourd'hui, on assiste à la réalisation d'un rêve du défunt Houari Boumediene, de près de 70 ans. Justement, M. Abdelmajid Tebboune l'a souligné lorsqu'il s'est exprimé devant le Parlement en décembre dernier. Il a dit que l'exploitation de cette mine était un rêve, le rêve du défunt Houari Boumediene, qui avait mis en place toute une stratégie de développement de l'industrie algérienne. Donc aujourd'hui, on est en phase d'un processus révolutionnaire de l'industrie de transformation en Algérie à travers ce projet et tout ce qui s'est greffé autour de ce projet, notamment la ligne ferroviaire, quand vous parlez de développement de toute la partie ouest de l'Algérie, du sud, du nord au sud, c'est pas un mot, un vain mot, c'est une réalité parce que cette ligne ferroviaire, c'est une veine qui va alimenter l'ensemble de cette région et qui va permettre justement le développement à la fois de l'agriculture, de l'industrie et même du tourisme, parce que au-delà de l'exploitation minière, il y a toute une stratégie autour de ça. On parle déjà d'un complexe de transformation à Béchar et d'autres qui vont être certainement réalisés et d'autres projets miniers qui vont aller au-delà de cette mine Raraj Billet parce qu'il y a d'autres ressources minières dans cette région qui est riche en ressources naturelles qui peuvent être exploitées à court et à moyen terme et qui vont justement permettre à l'Algérie de renforcer encore davantage sa position à la fois en termes de transformation industrielle mais aussi sur le plan économique d'une manière globale. Oui, et dire ceci, c'est un méga projet, on n'a plus besoin de le présenter, sauf que peut-être il faut le rappeler un peu parce que ce n'est pas un petit projet qui vient de voir le jour, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Si Forbes et certains rapports américains ont qualifié ça de géant endormi pendant 70 ans qui voit aujourd'hui le jour, ce n'est pas pour rien. Donc les données sont là pour attester qu'il s'agit effectivement d'un grand projet, on va même dire sur le plan continental, puisqu'il va faire sortir beaucoup de régions et
africaines de l'enclavement. Pas seulement les régions algériennes, mais également les régions limitrophes. Alors, c'est un rêve qui se réalise, parce que déjà, il était endormi depuis 70 ans. Aujourd'hui, le rêve est réalisé et c'est une réalité qui s'impose. En fait, c'est ça qu'on devrait dire. Exactement, c'est un acquis majeur. C'est un acquis majeur. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Amrani. Pourquoi ? Parce que c'est mon aîné. Okay. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié la chronologie. Parce qu'il est trop facile maintenant de dire des choses comme ça, difficilement vérifiables. Parce que quand on rentre dans un débat technique, les gens ne font pas forcément l'effort de vérifier. Oui. Donc, il a cité des exemples, des experts algériens qui ont fait des tests. En 83 déjà, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire. L'importance de ce gisement. C'est une chronologie, ça a pris du temps et ça a été... il y a eu une levée de fonds derrière. Ceux qui ont donné 800 millions de dollars ne sont pas fous. Oui. Donc, il y a eu une levée de fonds. Donc, il est bancable, ce projet. Et derrière, il y a une infrastructure qui a été... donc, c'est encore un autre acquis majeur. C'est un site... qui est parmi les plus grands au monde, si on parle de plusieurs milliards de tonnes. Et puis l'Algérie a besoin aujourd'hui de 12 millions. D'accord ? On produit déjà un certain type de fer, mais il faudrait aussi prévoir d'autres types de fer local, parce que le marché algérien est un marché important. Nous sommes le premier marché de toute la région dans la majorité des produits, tous les produits. Nous sommes, même la population, c'est la plus importante, etc. Le pays est grand, donc le potentiel investissement est là. Et il faut noter aussi, moi j'appelle les autorités à investir encore plus. Moi je suis content de voir quand on prend des risques et qu'on investit l'investissement. Oui, lorsqu'on voit de telles réalisations, on se dit pourquoi pas aller vers d'autres défis. Des ports plus importants. Il nous faut... Maintenant, le minerai, on va très certainement, d'ici 2030, exporter en brut, le temps qu'une industrie s'installe progressivement. Elle y est déjà, mais il faudrait plus. Et donc, il nous faut du volume. Le volume, il faut des ports plus importants. Oui. Il y a aussi des manières d'attracter des investisseurs pour ces ports, parce qu'ils vont voir qu'on a de la matière à envoyer. Oui. On a du ciment qu'on n'arrive pas à envoyer suffisamment. On a des minerais. On a des choses où ceux qui voudraient investir demain dans l'infrastructure portuaire, du cabotage, du transport spécifique, etc., ils vont venir. Parce qu'on a quelque chose à offrir. Il y a de l'emploi aussi. Exactement, il y a de l'emploi, des bases de vie. Oui. Aujourd'hui, c'est des bases de vie, demain, c'est des villes. Carrément. Donc tout cela, c'est très important et c'est une région importante. Et sur 1000 km, on va chercher du fer. Mais sur les 1000 km, on va découvrir autre chose. Oui. Notre pays, on ne sait pas encore ce qu'il y a. On en a parlé parce que c'est tellement un sous-sol riche que... Les terres rares, le cobalt et tout le reste. Oui. C'est hyper stratégique. Et la façon de faire, et cette réussite en termes de timing, et comment il y a une fédération des efforts, des partenaires qui ont été bien choisis, et donc toute cette dynamique, moi je veux bien la voir encore se répéter dans d'autres secteurs, dans d'autres régions, et aller encore plus loin. Oui, pour surtout ouvrir quand il s'agit d'endroits... Et donner cette possibilité pour que des investisseurs aujourd'hui, en termes de classification de l'investissement, l'Algérie aujourd'hui a gagné des points en termes de classification. On peut offrir en termes d'attractivité des investissements. On a gagné un point et on va inviter demain des investisseurs à venir investir, non pas en payant moins de taxes et en donnant peut-être plus de faveurs, parce que l'Afrique, malheureusement, il faut faire des concessions, mais nous n'avons pas besoin de faire ça, parce que nous avons le produit qui permet à des multinationales, à cette loi minière en tout cas aussi, de pouvoir attracter des investisseurs, même dans d'autres produits miniers. Très bien, je crois que vraiment vous avez résumé les choses telles qu'elles sont. Reda Amarani, alors pour reprendre un petit peu ce qui a été dit dans les rapports, certains rapports américains sur ce projet. Déjà, vous voyez, à peine il n'a pas encore été inauguré, on en parle, on fait qu'en parler. Déjà que l'intérêt est grandissant, que ce soit dans les médias donc occidentaux ou américains, pour ne citer que cela. Donc le journal, je cite Al Monitor de Washington, il a souligné que ce méga projet que pour l'Algérie se positionne comme un pôle industriel vital pour la Méditerranée et l'Afrique, défiant les chaînes d'approvisionnement traditionnelles en exploitant l'une des plus grandes réserves mondiales de fer. Donc c'est qualifié comme l'une des plus grandes réserves mondiales de fer.
Vous savez, les Américains connaissent très bien le gisement. Et de quoi il parle? Je vous l'ai dit, en 1968, on a chargé, la Sonarem a signé un contrat. Moi, j'ai eu cette étude entre les mains, l'étude Tempo. Tempo est une filiale de General Electric Amérique et qui a étudié le projet. C'était pour faire de la sidérurgie par la voie classique, par le haut fourneau. Trump avait aussi étudié en 1969 à 70 et il avait étudié ce projet-là pour faire une usine sidérurgique à Béchar. Et à partir de 1974, on a repris de plus belle ce projet. Les Américains connaissent très bien. Qui est-ce qu'on a choisi aussi pour travailler avec nous? Bechtel Engineering and Minerals, spécialiste dans le développement des mines et de la sidérurgie. Et on a choisi pour la recherche, l'exploitation et le traitement par le gaz naturel, la réduction de ce minerai, Kaizen Engineering en Californie. Donc les Américains connaissent très bien ce gisement. La boîte qu'on avait retenue pour nous faire l'étude de la voie ferrée, c'était Force Bacon Partner américaine. Donc les Américains connaissent très bien. Quand ils parlent de ce projet, ils en parlent en connaissance de cause. Mais il faut savoir surtout, c'est le développement économique et social. Vous me disiez, et il faut toujours avoir en tête le développement de la dorsale occidentale du pays. Avec le transaérien, on avait développé la dorsale centrale, avec les gazoducs et la route transaérienne. L'est du pays, on l'avait développé jusqu'à l'ouest-Souf et on avait ouvert la voie vers Ilizi et Janet. Mais l'ouest, où il y avait énormément de potentialités, nous n'avions rien fait. Et nous sommes en train maintenant. Et vous savez, pour les étrangers, pour la réputation de l'Algérie par rapport, réaliser une voie ferrée de ce type, en un milieu très hostile, en 2 années, c'est un exploit extraordinaire. Tout investisseur va savoir qu'en Algérie, on est capable. Non, je vous le dis, quand je coordonnais ce projet, dans nos rêves les plus fous, on ne voyait pas la réalisation de la voie ferrée en moins de 6 à 8 ans. Oui. Et je parle de 1983-84, hein, c'était hier. Il y avait de bonnes technologies. On l'a réalisé en 2 ans, en un milieu très hostile avec d'énormes ouvrages d'art. Vous savez ce que c'est? Et vous savez ce que c'est que cette voie ferrée? C'est une voie ferrée minière. Il va accueillir des wagons de 100 tonnes. Des convois minéraliers de 300 wagons. Nous allons avoir 4 à 6 locomotives par convoi. Et à l'essieu, c'est un minimum de 35 à 40 tonnes par essieu. Vous connaissez beaucoup de voies ferrées dans le monde qui peuvent soutenir 30 à 45 à 40 tonnes à l'essieu. Voilà ce qu'on a construit. Ce n'est pas une petite chose. Oui. Ça veut dire que l'Algérie a réalisé quelque chose de très bien. Oui. Et ça va inciter les investisseurs à venir en Algérie. C'est tout ce qu'on souhaite. Très bien. Reda Amrani. Maintenant, moi, je vais vous parler, si vous voulez, de géopolitique. Juste après la pub, juste après une page publicitaire. Reda Amrani, vous allez nous parler de ça, mais juste après la page publicitaire. Très courte d'ailleurs. S'il vous plaît, merci. Merci. Voilà, donc on est de retour pour cette émission spéciale consacrée bien sûr à la réalisation de ce méga projet qui sera certainement inauguré sans nul doute demain avec donc la voie ferroviaire et la mine de Rajbilet. Reda Amrani, donc chose promise, chose due. Je vous laisse quand même aller dans votre idée que vous alliez tout à l'heure nous exposer et vous avez donc, mettez-vous à l'aise, voilà. Imaginez que nous avons énormément de gisements dans cette région-là. Et nous avons comment on appelle ça, de l'Ougarta, la fissure de l'Ougarta, vraiment, où il y a énormément de gisements
de terres rares, des gisements, des minerais stratégiques. Nous avons le gisement qui est découvert et qu'on a déjà étudié, celui de Gapara, le gisement de manganèse. On a des lentilles de cuivre qu'on a déjà découvert à Taf el-Bala. Vous voyez tout le long déjà. Je ne parle pas du charbon de Béchar et du charbon de Bayad, de Tfidifir, toute cette région-là. On ne va pas exploiter le charbon pour l'instant, on va le laisser pour les générations futures si on a besoin du charbon pour l'industrie chimique, hein, pas pour autre chose, parce que pour l'énergie, on a autre chose. Mais vous voyez ce que va faire cette voie ferrée. Et sur le plan géopolitique, vous savez, si on a réussi en 2 années à faire tout ça, si on fait des accords, on peut aller, au bout de 2-3 ans, ramener la voie ferrée jusqu'à Abidjan et jusqu'à Accra. Et nous allons rencontrer la voie ferrée, la transversale Dakar-Lagos. Ça veut dire que nous allons entrer en pleine Afrique avec profondeur africaine. À partir d'un port méditerranéen, nous allons mettre 48 heures pour qu'un conteneur arrive à Lagos ou à Accra ou à Abidjan. Vous imaginez l'avantage géopolitique et surtout économique et social. Donc, cette voie ferrée va donner lieu, si vous voulez, sûrement et certainement, il y aura d'énormes investisseurs pour aller la prolonger jusqu'au sud, jusqu'en Afrique. Voilà, donc, si vous voulez, il y a énormément de retombées économiques et sociales. Oui, Je très ne bien. parle pas de l'industrie. Vous savez qu'à Béchar, nous allons produire des pellets parce que le minerai ne se vend pas et ne se travaille pas à la réduction directe s'il n'est pas pelletisé. Une pelletisation, c'est une taille minimum, c'est 5 millions de tonnes par an. Une pelletisation, pour expliquer la chose, c'est à l'image d'une cimenterie. Vous broyez du minerai, vous le rendez fin, vous pelletisez et vous le passez par un four. Et donc, la taille minimum, c'est 5 millions. Donc, regardez, nous allons développer 4 à 6 cimenteries de 5 millions de tonnes chacune autour de Béchar. Regardez les emplois, la valeur ajoutée créée. Et à partir de là, par wagon, on va envoyer dans tous les complexes sidérurgiques qui, dès aujourd'hui, peuvent utiliser, que ce soit Bellara ou que ce soit Très bien. Oui. Ils ont des équipements de normes, c'est pour répondre à certaines mauvaises langues. Des tracteurs, on les appelle. Immédiatement, à partir de la pelletisation à Béchar, nous allons envoyer vers Tortiali ou vers Bellara, on va l'exploiter directement. Dans 2 ou 3 ans, avec la restructuration industrielle de l'Hadja, nous allons avoir des fours électriques et des fours de réduction directe. Nous allons aussi envoyer directement par wagon. Cela, regardez les énormes effets induits par le développement de cette mine. Surtout à Béchar. Béchar va être un pôle industriel de premier plan. Oui. Puisque là-bas aussi, on va mettre en place une sidérurgie pour ne serait-ce fabriquer les rails. Vous voyez, il y a des grands projets et ce n'est pas une petite chose. Et c'est quelque chose de très rentable, que ce soit à court, moyen ou long terme. Oui, Reda Amalani. Devise, je ne parle pas. Je vous ai parlé de l'acier. Il faut le dire, de l'acier vert, de l'acier écologique. L'Algérie va produire avec l'utilisation de l'hydrogène et de l'électricité solaire photovoltaïque dans les fours électriques. Et pour la réduction directe, utiliser l'hydrogène produit de façon verte. Nous allons avoir un acier totalement vert. À partir de 2035, aucune frontière écologique ne pourra bloquer l'acier algérien. Très bien, Reda Amalani. Oui, pour ne pas trop non plus. Là, s'il vous plaît, parce que j'ai été outré parce que j'ai écouté et entendu de par-ci, par-là. Bien sûr, tout comme vous, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Finalement, Mokran Aït Warabi vient de nous dresser quand même un tableau. Moi, j'adore parce que cette positivité, en plus basée sur des faits réels, c'est pas comme si on se basait sur un idéal. Non, c'est vraiment des faits. Finalement, ce projet, ce méga projet, n'est que le début de ce qui sera, si vous voulez, cette région demain, les opportunités qui s'offriront parce que
comme il le dit, il y a encore des terres rares qu'on pourrait découvrir, il y a des terres précieuses qui sont à découvrir encore, et on sait qu'il y a du potentiel dans cette région, en plus de la ligne ferroviaire qui va donc offrir des opportunités, que ce soit dans le plan de la dynamique économique qu'elle va créer dans la région. Par rapport à l'Afrique également, cette profondeur africaine, elle est très présente, cette profondeur africaine, parce que, comme disait donc Reda Amlani, ça pourrait aller jusqu'à Lagos, donc au Nigeria. Vous voyez, tout ça, ce ne sont pas des rêves. On va dire que ce sont des rêves, même si c'est des rêves. C'est par là qu'a commencé voilà, ça a commencé avec un rêve, Raraj Bilet, et ça s'est transformé en réalité. Je veux dire que tous les prémices sont là pour rendre ça réellement réaliste et réel sur le terrain. Oui, tout à fait. C'est très important de parler justement de la profondeur, de la portée de ces projets sur le plan continental et de cette... En fait, l'Algérie, depuis 2020, avec une vision stratégique mise en place par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, et une vision globale qui vise justement à renouer avec la profondeur africaine qu'on a délaissée pendant une certaine période pour des raisons qu'on n'aura peut-être pas ici. Tout le monde les connaît, en fait, les raisons. Aujourd'hui, depuis quelques années, donc l'Algérie revient sur l'arène africaine sur tous les plans, à la fois diplomatique, politique, géopolitique. Et l'Algérie, de par sa crédibilité, de par la constance de ses positions diplomatiques, connue pour son engagement solidaire envers le continent africain, au point où elle a été qualifiée de mec des révolutionnaires dans les années 70 par le révolutionnaire Bissau-Guinéen Cabral. Donc aujourd'hui, elle est toujours dans cette logique, avec plus de puissance, plus d'énergie, plus d'engagement, parce que Raraj Bilet n'est que, vous l'avez cité, n'est qu'un projet parmi tant d'autres projets qui vont à la fois profiter à l'économie algérienne, mais aussi qui ont une portée continentale assez importante. Et c'est pas un vain mot que de dire qu'aujourd'hui l'Algérie est la porte justement, est une porte à la fois pour l'Afrique, mais aussi pour le marché européen. Si de grandes entreprises chinoises viennent investir autant d'argent en plein désert, c'est pas pour rien. Ils viennent parce qu'ils savent que c'est un marché porteur. Parce que l'Algérie aujourd'hui ouvre les portes à ces entreprises, les portes du marché européen, du marché régional d'une manière globale, le marché africain aussi qui est là, qui est demandeur de ce genre de matières qu'ils importent justement parfois de pays lointains comme l'Amérique latine. Coûteux en plus. Avec un coût plus élevé. Donc il y a cette portée. Je pense que votre invité a esquissé un peu. Quand vous avez le train à l'extrême sud du pays, à Raraj Bilet, Tindouf, et quand vous avez un projet de train qui va aller jusqu'à Tamanrasset, quand vous avez aussi cette connexion avec le sud et le nord à travers d'autres lignes ferroviaires qui sont déjà opérationnelles et d'autres qui sont en cours de réalisation, qui vont aller jusqu'au port, au port d'exportation, que ce soit Annaba, Mostaganem, Oran ou Alger. Donc tout ça, c'est un maillage assez important d'infrastructures qui vont justement profiter à moyen terme à d'autres pays enclavés, comme le Mali, qui regorge aussi de ressources minières, qu'il peut mettre en valeur grâce justement à ce dispositif, avec cette vision justement de l'Algérie d'être aussi un pôle de transformation de ces matières premières. Ça va profiter aussi à ces pays voisins et même lointains, au fin fond du continent africain, de pouvoir exporter leurs produits vers l'Europe à travers une voie ferrée, sécurisée, rapide, qui va justement réduire les coûts de transport et tous les risques maritimes auxquels on peut faire face. C'est une vision qui s'inscrit dans un engagement plus global. Vous avez cité la transsaharienne, il y a aussi la dorsale, et il y a le gazoduc qui va permettre justement à un géant énergétique comme le Nigeria de pouvoir exporter directement à travers les gazoducs qui sont déjà là, qui sont à la frontière du Niger. C'est pas l'Algérie a l'infrastructure juste à la frontière du Niger. On n'a pas besoin d'investir parce qu'elle a déjà investi, elle est là disponible. Donc tout ça va faire de l'Algérie une puissance économique très importante au niveau du bassin méditerranéen, au niveau africain, et voire même à moyen et long terme au niveau international.
Oui, très bien. C'est vrai que, Idil Sassi, on parle de l'épine dorsale, donc cette voie ferroviaire, c'est aussi l'épine dorsale, si vous voulez, mais également on parle d'un investissement souverain, parce que il faut dire que cet aspect est très présent. L'Algérie est en train d'aller de l'avant avec ses propres moyens et en investissant dans un futur qui pourrait donc être attractif et pour le continent et bien sûr au-delà de la Méditerranée, mais ça reste quand même un investissement souverain. Ça, c'est très important. Très important, c'est une carte qu'on peut demain, parce qu'il y a une dynamique africaine, comme l'ont cité mes collègues. L'Afrique est de plus en plus exigeante envers les partenaires internationaux Tout à fait. pour un transfert de savoir-faire, une domiciliation, donc une présence, une transformation locale. Il y a une tendance et donc un répondant. Donc il faut savoir que en termes géopolitiques, il y a de nouveaux acteurs qui jouent en Afrique. Il y a il y a la Russie, il y a les États-unis, surtout bien la sûr. Chine Il n'y a pas aussi, que la France aujourd'hui, la Chine, oui, qui fait beaucoup aussi dans le domaine minier en Afrique. Donc, dans ce sens, l'Algérie, elle a un atout, c'est qu'effectivement, elle investit sur fonds propres et donc elle peut se positionner sur ce genre de projets qui vont être le fruit de ces infrastructures demain en position de force. Comment ? C'est la diversification des partenariats. Il est très important dans le domaine minier de ne pas se retrouver monoclient parce que j'ai beau avoir le meilleur partenaire du monde, il va investir quelque chose et donc il va avoir des exigences et demain il devient mon seul client, il va m'acheter le produit au prix qu'il veut. D'accord ? Donc je deviens dépendant. Il ne faut pas créer de dépendance même si il y a effectivement de l'investissement. Donc l'Algérie a cette possibilité demain de diversifier ses clients et c'est très important, la diversification des clients et donc des partenariats. On parle de Garage Billet, mais moi j'aime bien citer l'exemple de Bled El Hadba, c'est le phosphate. Le phosphate, c'est un méga projet, une transformation majeure, je répète, dans l'économie algérienne. Et je profite encore de ce plateau pour rappeler aux autorités peut-être que l'idée de regrouper les participations de l'État qui sont entre Fertial, Asmidal et d'autres participations un peu dispersées pour créer un grand groupe public dans le domaine des fertilisants. Pourquoi ? Pour avoir la capacité de choisir les grands partenaires. Partir avec des filiales, c'est avoir des partenaires moyens. Avoir des prix moindres, avoir des contrats qui ne sont pas très longs, etc. Donc, soyons grands pour avoir les grands partenaires et surtout, du fait que nous avons cette base sur nos propres moyens, nous pouvons demain souverainement choisir et diversifier pour limiter les risques opérationnels. Très bien, Sassi. Reda Amrani, finalement, Garage Billet a un méga projet, bien sûr, de fer et d'acier, mais je pense que toute la région qui entoure, si vous voulez, ce gisement, y compris cette ligne ferroviaire, encore n'a pas livré tous ses secrets, car des richesses, il y en aura, il y en a encore. Oui, heureusement, parce que je vous ai dit, il y a la dépression de l'Ougarta qui est un scandale géologique. Ce qu'il y a comme gisement, comme potentiel minier et minéralogique là-bas, c'est extraordinaire. Je vous ai parlé du gisement de Guettara. Guettara, le gisement de manganèse, parce qu'on ne fait pas de sidérurgie, on ne fait pas de métallurgie sans manganèse. Vous comprenez ? Donc on est libre. Non, les usines de pelletisation qu'on va développer à Béchar, parce qu'on est obligé de faire une rupture de charge à Béchar, parce que ça demande énormément d'énergie, demande de l'eau et demande beaucoup de main-d'œuvre. Je vous ai dit qu'une usine de pelletisation de 5 millions de tonnes, c'est le module économique. Il nous en faut 6 pour produire 30 millions de tonnes de pellets, ces boulettes de minerai de fer enrichies et tout, et déphosphorées déjà en partie. Il nous faut 6 usines. Imaginez qu'une usine de pelletisation exactement sur le plan technologique, à part la partie pelletisation qui est mécanique aussi, par rapport à une cimenterie. Là, on va avoir l'équivalent de 30 cimenteries d'1 million de tonnes. Vous imaginez ce que l'on va développer comme économie autour de tout ça, Béchar. Non seulement le transport, la logistique, la maintenance, la main-d'œuvre. Et donc, c'est toute une vie économique. Et de là, on pourra, ces pellets,
les envoyer dans toutes les usines algériennes connues aujourd'hui. L'usine de Totiali, l'usine de Bellara et prochainement, très prochainement, l'usine de Dja, qu'on va restructurer industriellement. Et donc, je ne parle pas des usines, l'usine qu'il y a à Saïda, qu'il y a à Sétif, qu'il y a à Msila et l'usine de Temouchen. Donc, ce gisement va nous permettre d'être totalement autonomes en termes de sidérurgie et en termes d'utilisation du gaz naturel, puis plus tard, c'est-à-dire demain, de l'hydrogène comme agent réducteur, l'hydrogène vert. On va remplacer le gaz naturel qu'on utilise actuellement à Bellara et à Totiali pour faire la réduction du minerai. On va utiliser l'hydrogène vert. Comprenez, nous avons des perspectives extraordinaires et sans infrastructure, on ne peut rien faire. C'est parce que les mines, la métallurgie sont des industries de logistique et de manutention. Vous manutentionnez des millions de tonnes de produits, de pommes d'éreux, puis de produits finis. Les produits sidérurgiques, si on produit 15 millions de tonnes de produits sidérurgiques en 2035, c'est demain. Aujourd'hui, on en est à 9 millions. Hein. On n'est pas loin. Donc, il va falloir alimenter tout ça, toute cette économie autour de ces productions. C'est énorme. Mais c'est visible, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Il a parlé de l'Hadba, Oued el-Hadba. Oui. C'est un projet totalement algérien, il faut le dire, on ne le dit jamais assez. Ce sont les chercheurs, les géologues de la Sonarève qui ont trouvé ce gisement. Et je peux vous dire qu'il fait beaucoup plus que 2 milliards de tonnes de réserve. Et j'en sais quelque chose. Et vous pouvez questionner un grand chercheur, un grand Algérien, c'est le professeur Kazitani. Kazitani vous dit que le gisement de l'Hadba, il aboutit jusqu'au sud de la wilaya de Sétif. Vous imaginez les milliards de tonnes qu'il y a de phosphate et sans le phosphate. Il n'y a pas de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est par les engrais phosphatés, les engrais azotés et même le potasse. Nous avons d'énormes potentiels de gisements de potasse dans l'Oranie et jusqu'à Hassim Saoud. Oui. On ne les a pas encore développés. Ah, je pense que la liste sera longue aujourd'hui. Je vous le dis, si vous disposez du phosphate et de la potasse et des engrais azotés à travers le gaz naturel et à travers l'hydrogène vert, vous avez la sécurité alimentaire. Vous imaginez, une tonne d'engrais phosphatés, c'est 120 fois tonne d'engrais animal. Vous imaginez le rapport? Sans engrais chimiques, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Et l'Algérie, qu'on le veuille ou non, elle dispose de ses potentiels. Et ce sont les 30 prochaines années que nous allons les développer. Il y a des jeunes Monsieur Amrani, juste, je pense que Sassi voudrait un petit peu intervenir sur ce que vous venez de dire. Juste un point, Monsieur Amrani. J'ai sauté sur l'occasion. Hein. Monsieur Amrani, juste une chose, parce que depuis le début, vous avez rappelé quelque chose de très important, c'est l'énergie verte. Et certes, ça va devenir un facteur de compétitivité important, c'est très important. Mais alors, ceux qui disent que nous aurons un problème de gaz, oui, il faut diversifier les sources. Mais n'oublions pas qu'actuellement, la Jordanie et l'Égypte produisent et n'ont pas de gaz pour le ciment et pour le reste. Et ce sont des acteurs majeurs dans le domaine des ciments. Ils n'ont pas de gaz. Donc, nous avons le gaz. Donc oui, dans le futur, il faudrait, mais ce n'est pas un frein majeur. Voilà. Il y a toujours des solutions, quoi. Merci beaucoup. Je réponds à ce que vous dites. Monsieur Amrani, juste, mais alors brièvement, parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, le temps est terminé. Brièvement, allez-y. Nous n'avons pas de problème de sécurité énergétique. Les études confirmées par 3 universités algériennes, ils se sont regroupés, ils ont fait des études, ils ont mis en place un modèle mathématique. Nous avons en Algérie un potentiel de production d'énergie électrique photovoltaïque qui peut satisfaire 15 fois les besoins en électricité de l'Union européenne. Vous pouvez aller consulter ces recherches. On va le faire, je vous promets. Moi, j'ai écouté ces chercheurs. Donc, on n'a pas de problème de sécurité énergétique. Tout à fait. Le gaz naturel, on en a pour encore 2 siècles. Et même, mais l'énergie solaire photovoltaïque, nous avons fait Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reda Amrani. De l'hydrogène vert à travers
l'énergie solaire Merci beaucoup. photovoltaïque. Merci beaucoup, Reda Amrani. Désolée si je vous ai interrompu dans votre élan, mais en tous les cas, merci pour les précisions. Ça, c'était vraiment très intéressant de parler du fait que réellement l'Algérie n'a pas d'insécurité énergétique. Merci également, Idir Sassi, pour la précision. Merci, Mokran et Touarabi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement demain pour un autre numéro spécial de Raraj Bilet. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جيزي. قبل 25 سنة بدأت فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية، معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل.